la Chine qui est une variable importante pour les actions européennes également. Nous parlons des actions européennes avec Roland Caloyan qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Avant de parler de la stratégie 2022 que vous pouvez recommander pour les actions européennes, un bilan quand même, les enseignements de cette année 2021. Comment vous qualifiez d'ailleurs la performance des actions européennes? On peut regarder ça en absolu bien sûr, mais le jeu des marchés fait que souvent on regarde les choses en relatif. C'est une très bonne année déjà pour les actions européennes, pour les investisseurs dans les actions européennes. Ça reste une très bonne année. Quand on regarde un petit peu sur les 10 dernières années, on a vu 2 années, dont la dernière, faire aussi bien que 2021. Donc ça, c'est le premier point. C'est effectivement, les indices sont quasiment en hausse de 20%. En tout cas, sur l'Eurostoxx 50, on est en hausse de 19%. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle quand même. Quand on regarde en termes de rotation sectorielle, on en a eu beaucoup cette année. Donc ça n'a pas été facile non plus pour les gérants. Il y a eu pas mal de portes de saloon à éviter. Si j'étais venu l'année dernière ici vous dire il faut acheter de la technologie en Europe et des banques et l'automobile, vous m'auriez dit c'est quand même... C'est une stratégie extrême. Exactement. Et puis effectivement, il faut remettre quand même ça aussi dans la... Donc les rotations sectorielles qui ont été assez difficiles. Il faut remettre aussi ça dans le contexte au niveau mondial. Le S&P est en hausse de 25%, donc on se défend pas trop mal. En revanche, quand on regarde en dollars, avec la hausse du dollar, malheureusement, l'Eurostoxx, pour un investisseur basé en dollars, donc aux États-Unis, mais aussi que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie aussi, ils investissent beaucoup en dollars, on est à plus 9 seulement. Donc plus 25 en dollars pour le marché américain, plus 9 pour l'Eurostoxx 50, ça fait quand même un écart assez important. En termes de valorisation, le marché européen n'est pas plus cher en cette fin d'année qu'en début d'année parce que les résultats des entreprises ont été très bons. Dans ce jeu des comparaisons, là, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait qu'il y a toujours un écart historique, que le marché américain est structurellement, historiquement plus cher que le marché européen. Qu'en est-il justement de cet écart, là, au terme de cette séquence pandémique? Alors effectivement, on a une année où les bénéfices en Europe ont flambé. Plus 60% cette année. Le prix a monté de 20%, donc la valorisation a rebaissé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le marché est moins cher aujourd'hui qu'il y a quelques mois au début de l'année. En revanche, effectivement, quand on compare la valorisation par rapport au marché américain, on est revenu à une décote aujourd'hui de 30%. C'est une décote historiquement élevée sur les actions européennes. On revient sur les niveaux qu'on avait en 2009, au cœur de la grande crise financière. Incroyable. Donc aujourd'hui, effectivement... Alors, il y a évidemment des poids sectoriels qui sont très différents, mais il y a le phénomène de flux, il y a le dollar, il y a beaucoup de choses qui expliquent ce mouvement qui a été graduel, évidemment. Et d'ailleurs, tous stratégistes ou gérants qui sont positionnés simplement sur la valorisation en disant « faut acheter l'Europe par rapport aux États-Unis ces 10 dernières années », ont eu tort. Donc, il va falloir autre chose. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'analyse de regarder secteur par secteur. Et on a quasiment tous les secteurs en Europe qui se traitent avec une décote par rapport au comparable, au même secteur américain. Tout à fait. C'est pas simplement un biais sectoriel où on a de la technologie d'un côté, où on a d'autres secteurs en Europe. C'est même vraiment... les bons secteurs, les secteurs porteurs en Europe se traitent avec une décote par rapport au... Non. Il y a une petite exception, évidemment. Il y a une exception. Les très bons secteurs en Europe. Parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de secteurs très porteurs, on n'a pas beaucoup de secteurs de qualité, de croissance. Et ça peut être surprenant, mais la technologie en Europe se traite avec une prime par rapport à la technologie américaine. La pharma, le secteur pharmaceutique se traite avec une prime par rapport à la pharmacie américaine. Et évidemment, je mentionnais le luxe. Le luxe, évidemment, le luxe se traite aussi avec il n'y a pas de luxe sur la une côte prime américaine. aussi. Mais pour le reste, effectivement, on est en décote. Attendez, sur la tech, ça m'intéresse vachement, ça. C'est totalement contre-intuitif. C'est quoi la comparaison là, entre la tech européenne et la tech américaine? Alors, il ne faut pas oublier aussi que dans les indices, il y a beaucoup d'entreprises que nous, on qualifie de tech, que beaucoup de gens qualifient de tech et qui sont
Tesla, c'est par exemple dans l'automobile. Google, c'est rangé dans les Facebook, c'est dans les médias. Donc voilà, il faut bien aussi faire attention à la différence, ce qu'on appelle. Oui, si on est précis dans l'utilisation justement de la répartition sectorielle, il y a beaucoup de GAFAM qui sont dans les télécoms, médias, etc. Amazon, c'est distributeur. Distribution, et qui ne sont pas stricto sensu considérés comme de la tech sur le plan boursier. Ah oui, effectivement. Bon, ça explique. Mais la tech européenne ne démérite pas pour autant, et c'est vrai qu'on l'a vu sur les perfs du CAC, des Dassault Systèmes, des Capgemini ont été des leaders tout au long de cette année 2021. Il y a 3 grandes variables peut-être importantes pour les marchés actions, et les marchés actions européens ne font pas exception l'an prochain. L'inflation, la réaction des banques centrales, est-ce que ça implique évidemment sur les marchés obligataires et les taux, et puis la Chine. Justement, comment vous prenez ces 3 variables et quels peuvent être l'impact justement, en fonction des évolutions qu'on peut avoir sur ces sujets-là, quels peuvent être les impacts pour les actions européennes directement? Alors, l'inflation, on a fait tout un travail où on s'est concentré sur les résultats du T3. Ouais. On a voulu avoir quelque chose, des signaux très d'actualité. Donc, on a regardé un peu comment bouger les marges. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les entreprises qui ont des marges très élevées ont plutôt réussi à limiter la casse. Et les entreprises qui ont des marges plus faibles, évidemment, ont eu un peu plus d'impact. Alors, on peut citer par exemple les utilities, puisqu'elles traitent évidemment des matières premières. On peut tout ce qui est matériaux de construction aussi, la chimie. Donc voilà, on sent aussi des secteurs qui doivent acheter des matières premières et qui doivent les transformer. Et donc, c'est des secteurs qui ont eu effectivement des contractions de marge au T3. Après, sur notre scénario, nous, d'inflation, on pense qu'on a vu le pic, en tout cas dans la zone euro, sur le mois de novembre. On a eu effectivement 4,6. Le prix de l'énergie va rester élevé, mais la contribution de l'énergie à l'inflation, l'inflation, c'est une croissance. Oui. Et on est passé, par exemple, je prends le prix du baril, parce que tout le monde l'a en tête, on passe de $50 au début de l'année à quasiment 80. 75-80. On monte de 50%. Donc, même si on reste à 75-80 dollars, on ne pense pas qu'on va reprendre 50%. On ne voit pas un baril aller à 120 dollars. Oui, les prix vont rester élevés, mais la croissance des prix va quand même mécaniquement. Et les entreprises vont pouvoir s'adapter. Donc, les 3 secteurs comme utilities, chimie ou matériaux de construction, ça peut être effectivement des secteurs que nous avons plutôt surpondérés dans notre stratégie pour 2022. Pic d'inflation en zone euro. Du côté des banques centrales, alors il y a un gros sujet, ça va être quand même la désynchronisation qu'on va avoir. Si le pic d'inflation est passé en zone euro, on sait que la BCE va rester quand même l'arme au pied pendant un certain temps, face à une réserve fédérale américaine qui, elle, est prête à passer à la vitesse supérieure. Là aussi, ça peut provoquer des frictions sur les marchés, à travers l'échange, et peut-être, in fine, aussi sur les actions européennes. Quel peut être l'impact, justement, de cette désynchronisation des politiques monétaires? Alors, là, c'est la courbe des taux qui va jouer, parce que quand, effectivement, une banque centrale monte ses taux, les taux courts ont tendance à rattraper les taux longs. Donc, on va être dans cette configuration aux États-Unis, avec la Fed qui devrait, effectivement, resserrer ses taux dès l'année prochaine. Donc, on voit plutôt un aplatissement de la courbe des taux. Quand on regarde en Europe, on va avoir la BCE qui va ralentir ses achats sur la partie longue et qui ne va pas bouger dans notre scénario avant fin 2023. Donc elle est très patiente, elle pense que l'inflation aussi va commencer à rebaisser, etc. Et donc de ce point de vue-là, on risque de voir en Europe plutôt une pontification de la courbe. Donc vous voyez, c'est très différent. On est très en retard. Le cycle est un peu décalé. Hein. On a encore du rattrapage. Nous, on n'est pas du tout dans la situation américaine au niveau de la macroéconomie. Le taux de chômage n'est pas du tout là où il est aux États-Unis. On a moins de friction dans le marché de l'emploi, même si on entend quelques secteurs et quelques... Mais on n'en est pas du tout au même point. Et donc, effectivement, on risque d'avoir des mouvements très différents. Pour les marchés actions, ça peut avoir des conséquences très importantes, parce qu'effectivement, si la Banque Centrale Européenne reste avec une politique très accommodante, c'est quand même un support aussi encore pour les actions européennes. Et la pontification de la courbe, c'est pas mauvais pour les secteurs financiers. Bien sûr, c'est ce qu'on a vu en partie à travers cette année 2021. Et puis la Chine, alors on l'a longuement évoqué le sujet chinois avec l'intervenante précédente, mais j'imagine que pour certains secteurs, pour certaines économies européennes, ça va être là aussi une variable clé, celui de la croissance chinoise l'an prochain. Oui, alors nous on voit la croissance effectivement décélérer. Alors on a fait un travail
on a axé notre travail plus sur l'impulsion sur le crédit. On voit que c'est un indicateur avancé, on voit que c'est ça qui bouge. Et effectivement, avec la baisse du ratio des réserves obligatoires, là, il y a effectivement une petite réinjection de liquidité. Donc, l'impulsion sur le crédit est en train de monter. Et on a regardé quels étaient les secteurs qui étaient sensibles à ça. Parce que tous les secteurs ne le sont pas. Les utilities européennes ne sont pas forcément très sensibles à ce qui se passe sur l'impulsion du crédit en Chine. Surprenant, le luxe ne l'est pas. La corrélation n'est pas si forte. En fait, ce qui va être vraiment moteur pour le luxe européen, c'est le consommateur chinois. On n'achète pas un sac à crédit. Voilà. Donc ça, c'est une vraie différence. Et alors du coup, dans les secteurs corrélés, là aussi, c'est intéressant parce qu'on dit tout le temps, c'est un indicateur avancé. Le travail qu'on a fait, c'est de regarder les secteurs, à quel point ils réagissaient dans le temps à l'impulsion sur le crédit. Et celui qui est le plus concomitant aujourd'hui, c'est la Chine. C'est la chimie sur la Chine. Donc on est plutôt acheteur de chimie. Et celui un peu en retard, c'est l'automobile. Donc vous voyez, des secteurs plutôt très tôt dans le cycle comme la chimie et plutôt un peu plus tard dans le cycle l'automobile. Donc on pense effectivement que l'automobile risque d'avoir encore un peu de secousse en 2022. Conclusion stratégique de tout ça pour 2022. J'entends quand même que l'idée cyclique, quand on cherche une stratégie action européenne, l'idée cyclique reste quand même présente. On a une croissance attendue en Europe de 4,2, au-dessus de 3% aux États-Unis. La Chine, ça décélère, mais on sera aux alentours de 5%. Une politique accommodante politique monétaire qui va rester très accommodante. Des valorisations qui sont revenues au niveau pré-Covid. Effectivement, on a un mix parfait pour continuer effectivement à être plus alloué sur la partie cyclique aujourd'hui que la partie défensive. Avec là aussi une stratégie qui est guidée par les dépenses d'investissement, alors qu'elles soient publiques à travers le plan de relance. On l'a déjà évoqué plusieurs fois avec vous. Il y a un Green Deal qui est un vrai guide d'investissement pour celui qui s'y intéresse, Roland. Et puis dépenses d'investissement des entreprises aussi. C'est vraiment cette partie-là du cycle qui vous intéresse. Qui sont un peu liées aussi, parce que si on regarde les motivations des dépenses d'investissement des entreprises, il y a aussi la transition énergétique. Aujourd'hui, il n'y a pas un PDG qui ne doit pas montrer qu'il a pris en compte les accords de Paris et qu'il a un plan très clair d'investissement pour se décarboner dans les années à venir. Donc, les deux sont liés et effectivement, on va aller chercher que ce soit l'investissement public ou l'investissement au niveau des entreprises. D'ailleurs, les entreprises au niveau des bilans sont très sains, en tout cas les grandes entreprises cotées. Elles ont du cash, donc c'est pour ça effectivement que nous, ça reste une thématique très forte pour 2022. Merci beaucoup Roland. Merci d'être venu nous éclairer sur une stratégie action européenne pour l'an prochain. Roland Caloyan qui est avec nous en plateau, responsable de la stratégie action Europe chez Société Générale CIB, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.